Place à présent à notre deuxième segment concernant les relations égypto-africaines. Dans le cadre de la tournée africaine du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty, il l'a conclu hier au Sénégal après une visite de 6 pays. Nous allons revenir sur le détail de cette tournée, mais juste avant, je me permets de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, Dr Ibrahim El Beheri, professeur de droit international à l'Université de Helwan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, le plaisir est pour nous. Alors, justement, avant de parler de cette tournée qu'a effectuée le ministre des Affaires étrangères, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu en arrière et parler quand est-ce que ça a été un tournant dans l'histoire égyptienne, dans les relations égypto-africaines. En effet, si on parle des relations égypto-africaines, on doit d'abord donner un signal d'alarme au sujet de la révolution des 52. C'est parce que grâce à cette révolution des peuples égyptiens que l'Égypte après fait cause de l'Afrique et du monde arabe. Et si on parle de la révolution des 52, on ne doit pas oublier d'abord l'annonce de la révolution, c'est-à-dire la fin de la monarchie au profit de la nouvelle république par Sadat la nuit du 22 juillet en 1952, l'arrivée au pouvoir du président Najib, qui a bien annoncé dans ses propos, en parlant d'eux, à savoir les forces de l'armée, qu'on n'est pas venu ici pour se faire remplir les poches, et qu'on est venu juste pour la démocratie, pour le peuple égyptien, pour la libération des Égyptiens de l'occupation à l'époque anglaise. Ensuite, on ne doit pas nier le propos de Nasser par rapport à l'armée. Nasser a dit des mots très clairs que l'armée égyptienne est du peuple égyptien et pour le peuple égyptien. Et bien évidemment, jusqu'à nos jours, l'armée égyptienne reste composée du peuple égyptien. Nasser est arrivé au pouvoir. Nasser, après, fait cause de la stabilisation de l'Égypte. En 1954, elle a conclu un accord d'abord avec les Anglais. Ensuite, en 1956, on a commencé par la promulgation d'un projet de la nouvelle constitution en Égypte. Ensuite, le mouvement des nationalisations a commencé par la nationalisation du canal de Suez. Nasser a également projeté les grands projets de barrages d'Assouan. Un projet, malgré l'embargo, entre guillemets, si je peux utiliser le mot international, contre l'Égypte lors de la construction de ces grandes œuvres, a réussi malgré tout de l'imposer avec l'aide des Russes et d'autres. Nasser dit qu'il a stabilisé la situation interne de l'Égypte parce que sur le plan social, Nasser n'a pas oublié d'établir un équilibre entre la bourgeoisie qui dominait l'Égypte avant la colonisation et également la classe sociale la plus pauvre. Des lois ont été rendues établissant la reconduction des bourreaux pour les agriculteurs et la reconduction des pleins de rois des bouts d'habitation. On vient de se rendre compte que cette politique nassérienne est restée en vigueur en Égypte pour les terres agricoles jusqu'en 1996 et pour les lieux d'habitation jusqu'à avant-hier, et c'était de loi exceptionnelle. Et cette situation d'exception, dès qu'elle a été dégagée, on retourne à la règle normale, à savoir au principe de l'autonomie de la volonté de contrat, comme on l'utilise en tant que juriste en la matière. Nasser s'est dirigé vers le monde arabe. Il a bien dit que l'Égypte fait partie de ce monde, que ce monde qui vient de l'Atlas jusqu'au sultanat d'Oman provient d'un même père, des mêmes mères, de la même langue, de la même religion, que les ressources de cette nation doivent être consacrées au peuple de la nation. Donc Nasser n'a pas négligé le continent africain. C'est dans cet esprit nationaliste que justement il s'est dirigé, ou il a pensé à un avenir meilleur pour l'Afrique, n'est-ce pas?
Nasser était un véritable nationaliste, un pro-arabe, un pro-africain. Il a bien dit clairement que l'indépendance de l'Égypte ne sera jamais atteinte sans l'indépendance de tous les pays africains. Partant de cela, Nasser s'est engagé politiquement, militairement, socialement et économiquement en Afrique, pas seulement pour le monde arabe. On n'oublie pas l'assistance militaire accordée par l'Égypte à l'Algérie. On n'oublie jamais l'assistance politique accordée par Nasser à tous les pays africains. On se rappelle très bien que pendant les années 60, l'Égypte a reçu presque 22 bureaux de représentation pour le mouvement de libération des États africains. C'était au Caire. C'est au Caire même aussi qu'il y avait des revues qui parlaient au nom de l'Afrique, comme l'avenir de l'Afrique. C'était une revue qui a été rendue au nom de ces représentations du Caire même. L'Égypte de l'époque avait bien compris que son identité, son poids politique, son poids économique ne peut pas être imposé qu'à travers une étroite et véritable collaboration avec l'ensemble des pays africains. Et c'est vrai que, comme vous l'avez justement dit, l'Égypte est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de plusieurs pays africains. Bien évidemment. Ce n'est pas seulement la reconnaissance de l'indépendance, c'est la participation à la libération. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le Caire était la terre d'accueil pour le mouvement indépendantiste du monde ou des États africains. L'Égypte même a accordé un soutien de formation pour ce mouvement dans nos académies militaires et dans nos académies de l'Égypte. Donc, partant de cela, le rôle de l'Égypte ne peut qu'être considéré dans l'Afrique, parce que, également, sans l'Égypte ne peut pas imposer sa propre force et son propre poids compte tenu de la position géographique et historique de notre pays. Alors, on le voit que depuis une quinzaine d'années, l'Afrique est revenue sur la carte des priorités de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi prête une attention particulière à l'Afrique. Nous avons notamment eu la présidence de l'Union africaine où nous avons réussi à adresser d'une seule et d'une même voix les besoins et les nécessités et les demandes des pays africains. Comment voyez-vous justement cette partie de l'histoire moderne et le rôle de l'Égypte dans cette partie? En effet, le retour vers l'Afrique remis en place depuis presque une dizaine d'années, si je puis dire, avec l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, a bien marqué ces périodes de présidence du pays. Ce retour sur la scène africaine, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, n'était qu'une continuité de la politique nassérienne. La présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, par le président Abdel Fattah el-Sisi n'était pas la première, en effet c'est la 4e présidence. Parce que Nasser était le premier président de l'organisation de l'unité africaine en 1964. Nasser avait une politique présidentielle bien claire, il l'a menée lui-même vis-à-vis de l'Afrique, envers de l'Afrique. C'était un leader, on va dire, un leader africain. Exactement. Donc, le fait que le chef actuel de l'État accorde la priorité à l'Afrique, c'est une politique de sagesse et d'intelligence. On voit même que le monde occidental considère que l'Afrique est la mine d'or du monde d'aujourd'hui. On voit comment les États-Unis se dirigent vers l'Afrique, le monde européen, même la Chine, il a reçu ces derniers temps, je pense qu'on peut le voir dans les médias, vous pouvez le constater, que la Chine même s'implante un peu partout en Afrique. Donc, partant de cet état actuel des choses, la politique de l'Égypte moderne ne peut que prendre en considération cette situation en tournant la page vers la négligence qui a eu lieu pendant les périodes passées.
Alors, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Égypte, des relations étroites, de collaboration très liées, ne peut que tirer profit pour l'Égypte autant que pour les pays africains concernés. Pour l'Égypte, parce que on peut, dans le cadre des accords de libre-échange, à titre d'exemple, avoir des marchandises existant dans les États africains qui peuvent nous permettre à réaliser ou à dépasser certaines crises économiques. Pour les États africains, on peut également apporter un savoir-faire. L'Égypte a une bonne connaissance et expérience. Justement, le ministre des Affaires étrangères, durant sa tournée, n'était pas seul, il était accompagné d'une délégation avec qui comprenait 30 responsables et hommes d'affaires, responsables et présidents d'entreprises du secteur public et privé, des hommes d'affaires, des personnes de haut rang. Justement, les opportunités en Afrique sont nombreuses, comme vous l'avez dit, et l'expertise de l'Égypte est importante dans plusieurs domaines, notamment le domaine de la santé, mais aussi des énergies renouvelables et de l'infrastructure. L'Égypte est présente en Afrique dans l'infrastructure depuis des années. Exactement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de cet intérêt qui a démarré il y a une dizaine d'années. Je pense qu'un développement de ces relations bilatérales ou multilatérales dans le cadre du continent africain peut apporter plein d'intérêts pour les États africains dans des vers demain, comme vous l'avez déjà signalé, surtout que l'Égypte, en émergence, je peux dire, incontestée, nous avons réussi, durant les 10 dernières années, à établir une infrastructure en Égypte bien prise en considération, et je pense que cette expérience dont nous bénéficions aujourd'hui peut être très utile pour les États africains et également pour nos entreprises. Donc ça peut faire une retombée très positive pour l'économie égyptienne. On peut également, et je pense que c'est mon souhait personnel, on peut également penser à la création d'un fonds souverain, comme l'ont fait certains États, dirigé pour le développement de l'Égypte et également pour l'Afrique. Alors, je rappelle que vous êtes professeur en droit international à l'université de Helwan. Dans ce domaine-là également, les pays africains viennent en Égypte pour essayer de prendre le savoir égyptien dans le domaine juridique, n'est-ce pas? C'est pas seulement dans le domaine juridique, dans le domaine scientifique, si vous voulez. Oui, mais particulièrement, étant donné que vous êtes professeur de droit international, je sais qu'il y a chaque année un rendez-vous annuel. On reçoit effectivement dans certaines de nos universités beaucoup d'étudiants africains, surtout dans les pays africains qui utilisent la langue arabe ou la langue française. Donc, dans l'université française d'Égypte, il y a pas mal d'étudiants africains qui viennent vraiment acquérir le savoir-faire dans le domaine juridique et dans le domaine économique aussi. Donc, si vous vous rappelez l'Égypte de l'époque ancienne, c'est-à-dire même avant la colonisation, avant la décolonisation, recevait même les universités égyptiennes, recevait même des étudiants japonais. Est-ce qu'il est le moment qu'on accorde, qu'on réaccorde à l'Égypte sa place, son poids dans la zone où elle est le pays le plus influençant? Je pense que l'Égypte mérite qu'elle soit vraiment la force la plus considérée dans cette zone de la mer Méditerranéenne et également dans ce continent de l'Afrique. Et justement, cette tournée du ministre des Affaires étrangères dans ces 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que pour vous, c'est une manière de promouvoir l'expertise égyptienne dans les différents domaines? Vous savez, en tant que spécialiste de droit international privé, on a étudié souvent, même en France, que la conclusion des grands marchés d'infrastructures, des ports, des aéroports, se faisait toujours dans le cadre des déplacements des responsables politiques accompagnés des chefs d'entreprise. C'est vrai. Donc ce que se passe aujourd'hui, c'est une traduction de ce que se fait dans le monde civilisé. J'espère seulement que ces tentatives, que ce projet, que ces efforts aboutissent à des conclusions des marchés au profit des grandes, moyennes
et petites entreprises égyptiennes qui, en fin de compte, va faire bénéficier également les territoires africains, quoi. Alors justement, on voit que ces temps-ci, le continent africain essaie de se reprendre en main. C'est-à-dire qu'on a vu que plusieurs pays avaient demandé aux forces françaises, par exemple, de se délocaliser, de quitter le territoire sur lequel ils sont. On a l'impression qu'ils ont une vraie volonté d'indépendance. Aujourd'hui, ils réclament leurs droits dans des rendez-vous mondiaux, comme durant la COP mondiale, la COP sur le climat et le changement climatique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une voix africaine qui était peut-être dans le temps étouffée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une renaissance du continent africain? Je pense personnellement que les dirigeants d'aujourd'hui des États africains ont une véritable volonté d'accélérer vers le développement de leur pays. C'est un constat bien mis en avant. Mais je pense également que cette bonne volonté de faire changer la donne, de faire avancer la chose, peut ne pas être bien acquis par les puissances économiques internationales. C'est-à-dire, le monde occidental voit toujours les États du tiers-monde, et surtout l'Afrique, comme étant des continents où on peut tirer surtout les matières premières. Oui, mais est-ce que les Occidentaux aujourd'hui ont le même poids qu'autrefois? C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Occidentaux à l'époque, on avait l'Europe et les États-Unis. Est-ce que la carte géopolitique n'a-t-elle pas changé? Et aujourd'hui, on parle plus des puissances telles que la Chine et la Russie. On ne doit pas nier qu'aujourd'hui les États-Unis n'ont plus le monopole du monde, même s'ils tentent de le tenir. Donc je pense que tous les événements qui se passent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient, à savoir en Iran et sur les frontières, tous ces événements, je pense qu'ils sont pleinement et principalement dirigés pour faire un contrepoids contre la Chine. C'est la politique américaine, ils ont peur de la montée de la Chine dans la zone, ils tentent par tous les moyens, y compris militaires, à s'imposer. Et je pense que vous avez peut-être remarqué comment le président américain a reçu quelques-uns des dirigeants africains chez lui à la Maison Blanche, et on a bien vu que cette rencontre, que cet accueil a eu beaucoup de retombées par rapport à la façon dont ces dirigeants ont été bien reçus dans cette Maison Blanche. Ceci laisse toujours devant l'esprit l'idée que le colonialisme, cette fois économique, reste présente. Et ceci peut être pour nous, en tant qu'Égyptiens, une bonne occasion pour qu'on puisse saisir notre place, apporter notre savoir-faire dans ces pays qui ont besoin de développement, sans toutefois négliger que notre pays a aussi besoin d'une importance particulière, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de la santé, au niveau social. Et je pense que si on peut tirer la conclusion du marché à l'extérieur, ça peut faire bénéficier la situation interne de l'Égypte d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'économiquement parlé, le gouvernement a une vision lointaine, puisque l'Égypte essaye d'être la porte d'entrée de l'Afrique pour les pays tels que la Chine ou l'Europe ou les États-Unis. Et effectivement, si l'Égypte se positionne ainsi, elle aura également des retombées économiques. Sans aucun doute. Sans aucun doute, l'Égypte, en effet, compte tenu, comme tout le monde le sait d'ailleurs, sa position géopolitique, sa population, son savoir-faire, son histoire, ne peut qu'être des facteurs positifs pour que notre pays puisse jouer son rôle, tel que c'est passé à l'époque de Nasser. Vous savez, l'Égypte de Nasser, de l'époque, a bien été marquée
par la construction presque de 1000 usines dans une période très courte. Malgré les guerres et les conflits, l'Égypte avait un poids considérable. Vous savez, je n'oublie jamais, lors de la soutenance d'une thèse d'un compatriote en France, à l'Université de Nice, en 2004, ce compatriote, lors de la soutenance de sa thèse en économie, avait dit quelques propos, si je peux dire, négatifs par rapport à la révolution égyptienne. Et c'est son directeur de thèse qui l'a stoppé. C'était le professeur Reynaud, un spécialiste du droit public. Il l'a stoppé en pleine soutenance, en lui disant que si le tiers-monde a bien connu des grands hommes, c'est bien Tito de l'ex-Yougoslavie, Gandhi de l'Inde et Nasser de l'Égypte. Il a continué en disant que l'Égypte de Nasser recevait des techniciens russes et de l'ex-Yougoslavie dans le cadre de son avancée économique à l'époque. L'Égypte de Nasser peut être présente aujourd'hui. Si on le veut, je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut dire que sans Nasser, nous n'aurions pas eu un continent africain libre tel que celui d'aujourd'hui? Pour chaque révolution, si vous voulez, il y a un leader. La révolution française, il y avait Napoléon. Et ce dernier a bien fait de la France. Jusqu'à nos jours, on parle de Napoléon comme étant le leader de la révolution française. Même si la France d'aujourd'hui, en effet, n'est pas seulement le fruit des efforts de Napoléon. On dit que la révolution française n'a apporté ce fruit que quelques décennies après. C'est vrai. Parce que la révolution ne se fait du jour au lendemain. Également, pour chaque révolution, si vous voulez, il y a 6 ennemis. La France révolutionnaire avait les monarchies voisines qui étaient l'ennemi de la France de l'époque, l'ennemi de la révolution française. L'Égypte également, révolutionnaire de Nasser, avait ses ennemis. Donc Nasser faisait face à ça. Et on parle également des parasiteurs ou des parasites de la révolution. Donc on peut avoir la bonne volonté pour améliorer le pays dans le cadre des objectifs annoncés dans la révolution. Mais cette bonne volonté peut être heurtée des obstacles de la part des gens qui cherchent des intérêts privés. Oui, surtout que pour les Occidentaux, Nasser avait réveillé ce sentiment de nationalisme dans tous les pays du voisinage. Donc c'est vrai que c'était une menace, car le processus de décolonisation aurait pu prendre plus de temps s'il n'y avait pas eu Nasser, par exemple. Exactement. Et je profite peut-être de cette occasion pour annoncer ou dire le propos d'un président français, un président bien connu, Charles de Gaulle. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé au pouvoir pendant les années 50, après la 12e Grande Guerre et les dettes de la France, de Gaulle avait un propos très solennel, à savoir il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de souveraineté planétaire de la France sans que celle-ci, à savoir la France, rembourse ses dettes. Et de Gaulle s'est engagé sur ce plan. Il a réussi, avant les années 60, la France a remboursé toutes ses dettes extérieures et, comme l'a dit de Gaulle, a récupéré sa pleine souveraineté. Je pense que la situation économique de chaque pays influence son poids politique, sa position dans la zone où il se trouve, et je pense que nous devons tirer des profits de cette histoire, que ce soit notre histoire ou l'histoire des États voisins ou des puissances internationales, pour qu'on puisse en fin de compte faire avancer notre propre pays. Docteur Ibrahim El-Behaï, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur notre plateau de Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international à l'Université de Helwan. Merci à vous. Le plaisir est bien partagé. Je vous remercie pour cette invitation. Merci. Certainement, ce ne sera pas la dernière. Merci à vous pour votre temps. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.